mix. Je m'en vais introduire docteur Bio. C'est bien cela. Docteur Bio Jora Soulé, qui est coordonnateur de projet à l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation. Il est donc le modérateur du panel de haut niveau qui porte sur le Nexus énergie eau alimentation. Recevons-le avec des ovations, s'il vous plaît. On va l'applaudir pour qu'il puisse s'installer. Okay, merci beaucoup. Mon nom est Bio Jora Soulé. Je suis assistant technique sur les questions d'élevage et de pastoralisme à la commission de la CEDEAO et principalement à la direction de l'agriculture et du développement rural. Mais parallèlement, je coordonne aussi un projet qui est basé à l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation à Lomé. Donc nous avons le privilège de modérer ce panel assez important qui traite d'un sujet crucial que vous connaissez très bien, d'établir le lien intrinsèque, inséparable entre l'eau, l'énergie et l'alimentation. Je crois qu'on a résumé la vie en traitant de ce sujet. Autant l'eau est importante, autant l'alimentation est incontournable, autant on a besoin de l'énergie à la fois pour avoir de l'eau, pour réguler l'eau, pour améliorer la production et assurer donc une transition autour de ça. Je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que ce sujet, vous le connaissez très bien. On pense que la prochaine guerre, mondiale, s'il y en aura, ça va être autour de l'eau. Et vous connaissez aussi les problèmes de gestion de l'énergie aujourd'hui et la manière dont les États le prennent. Donc nous avons de gros débatteurs qui vont, on a d'abord le directeur du développement durable du ministère du développement durable de la République de Côte d'Ivoire qui est là, donc qui encore mieux que lui peut vraiment nous entretenir sur ce sujet. Nous avons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France qui est là, donc qui va aussi nous dire un mot en tant que partenaire stratégique. Et nous avons Madame Berbel de la BMZ allemande qui appuie énormément beaucoup de pays de notre région sur cette question principalement. Elle va nous partager un peu son expérience. Et on a quelqu'un du centre de l'eau de la CEDEAO qui va nous rejoindre certainement avant de partir. Donc pour introduire, nous allons demander à Monsieur l'ambassadeur donc de nous dire son mot d'introduction. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci beaucoup, monsieur le modérateur et messieurs les panélistes et les distingués membres de l'audience, ministres, représentants des ministres et monsieur le directeur exécutif du CEREC, enfin, tous les membres de l'audience. Et pour moi, mesdames et messieurs, je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui au nom du directeur de l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, l'AECID, que je crois que beaucoup d'entre vous connaissez déjà bien, pour ouvrir ce panel de haut niveau. Je crois que je dois approcher un peu plus le micro. Et ce panel de l'eau, l'énergie et l'alimentation, des ressources fondamentales, basiques et interdépendantes pour le bien-être humain. Mesdames et messieurs, l'adoption d'un paradigme qui vise à la prise en compte du nexus et des interdépendances entre l'eau, l'énergie et l'alimentation répond à la nécessité d'articuler une réponse plus holistique pour adresser les enjeux du développement durable et d'adaptation au changement climatique. La semaine dernière, lors de la conférence des parties à Bakou, l'importance de prendre en considération ces interrelations a été jugée cruciale par plus de 50 gouvernements signataires de la déclaration sur l'eau et le climat. Dans la région de la CEDEAO,
tous les États ont défini des objectifs nationaux ambitieux pour le développement des énergies renouvelables. Avec des politiques appropriées et des systèmes de financement adéquats, le développement des énergies renouvelables a le potentiel d'accélérer l'accès universel à l'énergie pour les populations, en favorisant le développement de systèmes productifs qui transforment les chaînes de valeur agricoles et garantissent l'accès à l'eau potable. Cependant, comme nous le savons, les entreprises agricoles et les producteurs, grands et petits, de la région font encore face à des limitations dues à un accès insuffisant à l'énergie, notamment dans les étapes de production, de stockage et de distribution. Il convient de rappeler que la plupart des cultures dans la région sont encore dépendantes de la pluie pour le rapport en eau, cela dans une région où 12 des 15 pays sont confrontés à un stress hydrique endémique et à des perturbations hydrologiques et climatiques affectant les principaux bassins hydrographiques et de pluviométrie. Ceci, comme vous tous savez, rend la région particulièrement vulnérable aux impacts des crises mondiales et aux chocs exogènes liés aux perturbations dans les marchés alimentaires mondiaux. Et nous rappelle à tous l'urgence de faire en sorte que les politiques de sécurité alimentaire, de gestion des eaux, des ressources naturelles et d'énergie tiennent en compte des interconnexions entre ces domaines. En d'autres termes, nous ne pouvons pas envisager de gérer l'un de ces secteurs sans tenir compte des autres. Il est donc nécessaire de repenser nos politiques sectorielles traditionnelles qui traitent séparément de l'eau, l'énergie et l'alimentation, afin d'adopter des approches intégrées et multidimensionnelles, prenant en compte les interdépendances entre ces secteurs et favorisant les investissements dans des solutions innovantes et durables. Cela exige également la mise en place d'approches collaboratives, intersectorielles et transfrontalières, ainsi qu'une coordination régionale renforcée dans le cadre d'une triple transition qui permettra d'abord, d'une part, de conduire des politiques de développement favorisant la durabilité environnementale, l'adaptation au changement climatique et la transition énergétique, en promouvant des solutions innovantes. D'autre part, d'encourager l'accès et la participation à la transformation numérique. Et enfin, en troisième lieu, de promouvoir l'inclusion sociale et la réduction des inégalités en veillant à ce que les politiques de développement soient axées sur l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est comme ça que nous voyons qu'on peut introduire cet intéressant débat. Et si vous me le permettez, je vais dire quelques mots un peu racontant le rôle ou ce que nous faisons, l'Espagne. Je vais essayer d'être bref parce que ce n'est pas la partie la plus importante de cette session. Et la coopération espagnole a renouvelé en 2024 son plan directeur de coopération. Ces plans intègrent l'objectif de contribuer à cette triple transition. Il confirme l'Afrique de l'Ouest comme région prioritaire et renouvelle l'alliance avec la communauté d'États de l'Afrique de l'Ouest, avec la CEDEAO, pour atteindre les objectifs fixés dans la vision 2050 en vue d'un avenir plus durable, accessible, équitable et résilient pour les populations de la CEA. Ça, c'est notre compromis. La CEDEAO, à travers la Commission et ses agences spécialisées, s'est engagée résolument dans la transversalisation de ce nexus eau, énergie, alimentation au sein des différents programmes sectoriels sous la coordination du Centre d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique de la CEDEAO, le ECRE, et des agences techniques spécialisées. La coopération espagnole a contribué depuis 2022 à cet objectif à hauteur de 1,77 million d'euros pour soutenir la mise en place par la CEDEAO et ses États membres d'investissements pilotes concrets qui démontrent des approches innovantes pour la mise en œuvre de l'approche Nexus, tant sur le plan technologique que sur celui de l'inclusion sociale, un effort que nous faisons
et aussi en ligne avec tout ce que fait la coopération allemande et la coopération autrichienne dans ce domaine. Cet engagement sera maintenu comme priorité dans le prochain plan de coopération entre l'Espagne et la CEDEAO pour la période 2024-2027, avec pour objectif de mettre à l'échelle ces investissements, de créer un espace favorable à l'innovation, de favoriser l'investissement catalytique et d'accompagner les États et les populations de la région. Merci d'écouter cette petite, disons, espace à ce que nous faisons dans ce domaine, l'Espagne. C'est mon rôle. Et finalement, mesdames et messieurs, nous remercions sincèrement les contributions significatives et les échanges des intervenants qui permettront l'identification des priorités d'investissement transformateurs en faveur de l'accélération de l'intégration du paradigme Nexus au sein de la CEDEAO. Je vous remercie de votre patience et je vous souhaite un très intéressant débat. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je m'excuse d'avoir dit que la France, c'est l'Espagne. OK. Donc, vous avez écouté l'ambassadeur. Ce n'est pas la peine de revenir sur ce qu'il a dit. On retient juste que l'Espagne a un nouveau plan stratégique qui a inscrit ces questions de lien entre l'eau, l'énergie et l'alimentation dans son cadre d'intervention et que depuis quelques années, l'Espagne accompagne, à travers l'AICID, accompagne la commission de la CEDEAO avec un financement d'environ 1,77 million d'euros. Ce financement va être poursuivi pour créer, impulser les actions que conduisent à la fois le Centre de l'eau et globalement la CEDEAO. Nous allons maintenant écouter Madame de la BMZ pour nous dire l'expérience d'abord de l'Allemagne en matière donc, de renforcement de liens entre l'eau, l'énergie et l'alimentation et ce que vous faites pour la région et les mécanismes d'interconnexion entre ce que l'Allemagne fait et ce que la région et principalement la Côte d'Ivoire aussi s'est engagée à faire. Vous avez la parole, madame. Honorable, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me here because I think it's a very, very interesting conference and very, very important conference, and it's good that you are participating. My name is Bärbel Höhn. I'm special representative of the Ministry of Economic Cooperation and Development in Germany for decentralized energy, and I'm here to tell something about my experience in my former life, because before I became this job, I was more than 30 years in politics, 10 years as minister in the biggest state in Germany, in North Rhine-Westphalia, with 80 million inhabitants, and I would say we are working together with the Netherlands very closely because we have the same number of inhabitants, the same GDP, and we have the same problems. And I was at that time Minister of Agriculture and Environment, and that was just the issues we are now debating, because we have to combine water and energy and food. That's very important. And why it's so important, maybe I would first mention energy, because energy is one of the 17 Sustainable Development Goals, but to me, it seems it's the most important one. It's for itself, it's nothing. What does it mean, energy? But with energy, you can achieve 2/3 of the 17 Sustainable Development Goals better. So you must combine energy with other issues. And that's why it's very important to combine energy with agriculture. But you can't be successful in agriculture if you have no access to water. So that means we have to combine all these three issues, and that's what we are doing today. And we must implement our ideas of energy, water, and food, must implement to combine all the three ideas, because at the end, it must be a benefit for the people. At the end, we are all the politicians, we have to do something for the people. That's not theoretical, that is very practical.
And that means, for example, to overcome hunger, to overcome poverty, to create jobs. And we can do it with this nexus. Because with water, we can have a better harvest, and then we have a better situation for the people and for the food for the people. So more safety because of the food. And it's very important to work together. I think the most important point to be successful is the political will. You must have altogether the same goal. And the same goal means to reach the Sustainable Development Goals, especially to combat hunger and poverty. And if you are really on the same track, if you have the same idea, you can be very, very successful. And that's what we would like to debate. How can we do it? And so I'm very glad to stay here and can tell you what we from Germany are doing, and that I'm staying here from the ministry maybe shows you that it's very important for us, the ECOWAS region, all the countries combined in the ECOWAS, because there's a good structure to work together. And I'm very interested, and I'm one part of the debate, and thank you for coming here. Thank you. Merci beaucoup, madame, pour cette introduction qui en dit long sur l'importance donc de ce Lexus et énergie, eau et alimentation. Maintenant, je crois qu'on va passer, après avoir écouté nos partenaires stratégiques, nous allons écouter les praticiens du terrain avec des questions plus précises, et nous allons commencer par le niveau local, le pays qui nous accueille, pour demander à M. Kouakou de nous dire exactement qu'est-ce que la République de Côte d'Ivoire fait pour promouvoir et rendre vital ce lien intrinsèque entre l'eau, l'énergie et l'alimentation. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais saluer son Excellence l'ambassadeur et la représentante de l'Allemagne pour cette belle introduction sur la question du nexus eau, alimentation et énergie. Je suis Gustave Abois, directeur général du développement durable et transition écologique au sein du ministère de l'Environnement, développement durable et transition écologique. Et c'est tout un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour dire que la question des liens eau, énergie et alimentation est une question cruciale pour le développement durable à Côte d'Ivoire. Et c'est une question également qui est prise à bras-le-corps par le gouvernement ivoirien à travers le deuxième volet du PS-Gouv, le plan social du gouvernement, où on a vu l'année passée le code de l'eau qui a été adopté, et on attend juste les décrets de mise en œuvre de ces décrets. Également au niveau de l'environnement, il y a un nouveau code d'environnement qui a été adopté et qui met en tout cas l'emphase sur la protection des ressources en eau. Également au niveau de l'agriculture, nous avons le gros programme national, le PINIA 2, qui met l'accent sur la transformation agricole, mais un accent aussi est mis sur la préservation, la disponibilité de la ressource en eau pour l'agriculture. Et bien entendu, au niveau de l'énergie, du ministère de l'énergie, nous avons l'inauguration de plusieurs centrales. On a vu le barrage de Bio. On a inauguré le barrage de Grigbo-Popoli. Donc il y a plusieurs séries de barrages qui seront inaugurés. Tout ça pour rendre disponible l'eau pour non seulement l'énergie, mais pour également l'agriculture. Et également, le gouvernement met un accent sur l'accès à l'eau potable. Vous avez vu qu'il y a plusieurs financements qui sont consentis au sein du ministère de l'assainissement et aussi de l'hydraulique pour que la population ivoirienne ait accès à l'eau potable. Aujourd'hui, nous avons une couverture de plus de 80%, mais le gouvernement vise une couverture de 100% où
tous les hameaux, la Côte d'Ivoire, tous les villageois, toute la population en Côte d'Ivoire puisse avoir accès à l'eau potable à travers l'hydraulique humaine, et puis à travers aussi la dépollution des eaux qui sont contaminées. Un point essentiel est mis sur l'agroforesterie, parce que quand on veut parler d'agriculture durable, il faut la disponibilité en eau pour faire cette agriculture-là. Et souvent, on s'explique mal le fait qu'au niveau de la région du Nord, que les populations n'aient pas accès, surtout en matière agricole, à l'eau pour faire de l'agriculture. Et pourtant, on a des cours d'eau qui traversent la partie nord de la Côte d'Ivoire. Il y a le Bandama, il y a également la Bagoué. Et donc, un effort est en train de faire à travers le programme Abidjan Legacy, un programme initié depuis la COP 15 en 2022, ici, où plusieurs projets ont été financés à travers la FAO qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire pour que l'eau soit disponible, pour que la Côte d'Ivoire puisse importer moins de produits alimentaires, parce qu'il est inconcevable que nous ayons des bas-fonds, nous ayons de la terre, mais que nous continuons encore à dépendre, à consentir des milliards pour importer des produits vivriers, par exemple. Donc, il y a un engagement, une transition qui se fait au niveau de l'agriculture durable. Et qui dit agriculture durable dit disponibilité de l'eau et surtout disponibilité des ingrédients naturels, des engrais naturels pour moins intoxiquer le sol qui nous permettent de nous nourrir. Et donc, vous voyez que le gouvernement cherche un cadre holistique, un cadre intégré pour mettre en œuvre son programme social et également amener tous les acteurs ivoiriens à accélérer cette transition-là pour aller vers une agriculture durable, pour aller vers un mix énergétique. On a dit dans la stratégie nationale de la transition écologique, le mix énergétique sera de 45% d'ici 2030. Donc il y a un effort qui est mis, je pense que ce matin on a parlé sur les énergies renouvelables et il y a beaucoup de centrales solaires qui sont en train d'être mises en place, beaucoup de projets. On a vu la centrale solaire de Boundiali. Il y aura aussi d'autres centrales autour de Boundiali, Korogo et autres. Et donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire est engagée dans une transition écologique, transition bénéfique pour l'agriculture, bénéfique pour l'eau, c'est-à-dire l'eau potable pour l'humain, et aussi bénéfique en matière d'énergie. Donc, je peux dire en groupe m'arrêter que nous sommes en phase. Le gouvernement a compris qu'il faut un cadre harmonisé, une vision intégrée de ces trois secteurs pour que nous puissions moins dépendre, surtout en matière agricole, surtout aussi dans son engagement à mettre en place les ODD, la lutte contre la faim, ODD 2, et pas de pauvreté. Vous voyez que tout est lié et à travers la loi que le gouvernement a prise en 2014, la loi d'orientation sur le développement durable, et cette loi la préconise que, en tout cas, l'agriculture qui est le pilier de l'économie de la Côte d'Ivoire, l'énergie aussi qui est un secteur de base pour soutenir l'économie ivoirienne, également l'eau ne soit pas des secteurs en marge, mais des secteurs fortement intégrés pour permettre une transition de durabilité à la Côte d'Ivoire vis-à-vis des défis que nous avons, changement climatique, vis-à-vis aussi de la pauvreté. Donc il y a une politique de réduction de la pauvreté en misant sur les 17 ODD sans exclusive. On n'a pas de choix à faire parce que tout est lié. Donc on ne peut pas satisfaire l'ODD 6 en laissant tomber l'ODD 2 par exemple. Tout est intégré et avec aujourd'hui un accent fort mis sur l'économie circulaire, c'est-à-dire la valorisation des déchets dans l'optique de dire en Côte d'Ivoire que tout se transforme, tout est matière première, donc n'allons pas chercher ailleurs, valorisons nos déchets pour une économie très forte. Voilà, je préfère m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup pour cette très brillante
intervention qui nous dit ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. De façon très concrète, vous avez une approche holistique qui permet de satisfaire progressivement, de consolider ce Lexus eau, énergie, alimentation. Et on comprend déjà que vous êtes à plus de 80% pour l'alimentation en eau et que vous faites des efforts importants pour que cette eau soit utilisée à bon escient dans les zones du nord où il y a moins d'eau, mais où on a besoin vraiment pour produire plus d'alimentation pour lesquelles vous recherchez une plus grande souveraineté, en tout cas autosuffisance. Et que de ce point de vue, vous développez aussi beaucoup d'actions sur le plan de l'énergie, notamment les énergies renouvelables, ce qui va permettre de consolider ce lien, de le rendre de façon très instinctive. Nous allons maintenant passer la parole à M. Alexis pour qu'il nous dise, puisqu'il est au niveau régional. Vous avez écouté l'expérience, très brève expérience de l'Allemagne, de l'Espagne, avec leur intervention au niveau de nos pays, de la région. Vous venez d'écouter aussi l'expérience du pays qui nous accueille, la Côte d'Ivoire, au niveau régional. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour rendre effectif ce lien intrinsèque eau, énergie, alimentation? Et quels sont vos prochains projets dans ce domaine? Très bien. Merci, monsieur le modérateur. Excellence, monsieur l'ambassadeur, madame, et chers collègues du plateau. Je voudrais commencer par saluer tout l'auditoire et me présenter peut-être. Je suis Kwasi Alexis, le directeur du Centre de gestion des ressources en eau de la CEDEAO, qui est basé à Ouagadougou depuis 2004. C'est un centre qui a été justement mis en place par la conférence des chefs d'État par décision depuis 2001 et qui est établi depuis 2004, comme je dis, à Ouaga. Donc 20 années sont passées au cours de ces derniers temps. Et l'idée première, justement, c'est de mettre en place ce centre pour coordonner toutes les actions en matière donc, de gestion des ressources en eau dans la sous-région, au niveau donc, de la CEDEAO. Et depuis que ce centre a été mis en place, pour revenir à votre question, l'une des choses qui a été mise en place immédiatement, c'est-à-dire en 2008, validée par l'ensemble des chefs d'État de la communauté, justement à Abuja, c'est la politique régionale des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest, qui depuis lors est mise en place pour faire en sorte que nous puissions développer davantage, que nous puissions nous appuyer davantage sur ces ressources que nous avons en griffe, en abondance dans notre sous-région. Je dis en griffe parce qu'avec les changements climatiques aujourd'hui, ce sont des choses qui commencent à se raréfier. Et puis aussi avec l'utilisation qu'on a pour faire un certain nombre d'activités pour nos populations dans la région, ce sont des ressources qui commencent de plus en plus à se raréfier. Et la chose qu'on a avec le changement climatique, c'est qu'au niveau de la ressource en eau, il y a deux possibilités. Soit vous en avez trop avec les inondations qui arrivent, mais dans des périodes assez courtes, soit on n'en a plus du tout parce que les saisons pluvieuses se sont réduites. Et donc, on a des conséquences sur l'agriculture, donc sur le fait de se nourrir, mais aussi on a des conséquences pour l'énergie. Parce que si on a moins d'eau, vous savez que quand on parle d'énergie renouvelable dans notre sous-région, pour le moment, la plus grosse partie, c'est les énergies à base de l'eau. C'est maintenant qu'on est en train de développer les autres formes d'énergie. Donc, pour être concret, pour aller à votre question, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette politique a tracé 3 axes majeurs. Premièrement, c'est la gouvernance de la ressource elle-même. C'est-à-dire qu'il faut la connaître et puis il faut mettre en place tout un dispositif qui permet non seulement de gérer ce qu'on a au niveau régional à travers les ressources transfrontalières et aussi des ressources au niveau national. Donc, premièrement, la gouvernance. Le deuxième axe de cette politique-là, c'est de rechercher les investissements nécessaires pour bâtir des infrastructures qui puissent servir à faire le lien
avec les autres secteurs, comme vous avez dit, notamment l'alimentation, l'énergie et le tourisme, pourquoi pas, et bien d'autres secteurs, et même l'industrie. Et donc, ça, c'est le deuxième axe de cette politique régionale. Et le troisième axe, c'est la coopération. Vous savez, l'avantage que nous avons en Afrique de l'Ouest, c'est que l'ensemble des 15 pays, en dehors du Cap-Vert, qui est un ensemble d'îles, l'ensemble des 14 autres pays continentaux de la sous-région sont au moins traversés par 2 cours d'eau transfrontaliers. Donc, ils partagent au moins un cours d'eau chacun entre eux. Donc, il faut donc mettre en place un cadre de coopération pour que cette ressource puisse être convenablement partagée par les uns et les autres. Donc, à travers les partenaires techniques d'ailleurs qui sont là, avec l'Espagne, l'Allemagne, et en partenariat avec les autres agences de la CEDEAO, notamment le CEREC qui organise donc cette activité, il est mis en place un cadre de collaboration pour que nous puissions développer effectivement ce lien, notamment aussi avec l'Agence régionale de l'alimentation, l'ARA qui est à Lomé, le Centre Jean, pour que nous puissions développer effectivement ce lien à partir de l'eau avec les autres secteurs d'activité. Donc, je peux m'arrêter là pour le moment, mais je pense qu'avec les autres questions qui viendront, on vous donnera un peu plus de détails. Merci. Merci beaucoup. Donc, on note que la CEDEAO, à travers le centre de l'eau, a une politique de l'eau qui est fonctionnelle et qui trace un certain nombre d'actions très concrètes à dérouler pour permettre la gestion rationnelle des ressources en eau de la région. Et notre ami également est d'un département qui s'occupe des questions d'infrastructure, d'énergie. Et maintenant, nous allons aller à des questions peut-être un peu plus concrètes de façon très précise. Comment est-ce que le lien est géré au niveau de la CEDEAO entre l'eau, l'énergie et l'alimentation? Même si on laisse l'alimentation, parce que l'eau, votre centre était rattaché au département qui gérait l'agriculture, maintenant c'est rattaché à un département plus grand des infrastructures. Comment est-ce que ce lien est conçu au niveau de la CEDEAO entre énergie, eau et pour arriver à une meilleure production à l'alimentation? Très bien. Donc, je pense que tout part déjà d'une cohérence à avoir au niveau régional sur ces questions. Comme on voit, il y a un lien. Déjà, première cohérence qui a été mise en place, c'est que justement le centre a été rattaché au département infrastructure, énergie et digitalisation. Ça répond aussi à un besoin de commencer par créer ce lien-là entre ces différents secteurs. On l'a dit, l'eau. Le problème de l'eau, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de naturel qui est disponible, que tout le monde peut avoir accès. Donc, on n'y met pas suffisamment de ressources pour développer. Je connais certains pays qui se sont développés à partir de la maîtrise de la ressource en eau. Parce que effectivement, l'eau sert à produire de l'énergie, mais si elle est bien maîtrisée, sert aussi à produire de l'alimentation durable pour tout le monde. Il est difficile de comprendre que nous sommes 400 millions d'habitants et qu'on continue aujourd'hui encore d'importer du riz dans des pays qui sont plus d'1 milliard de personnes. Tout ça parce que ces pays, notamment, je citerai tout de suite, comme l'Inde, ont maîtrisé la gestion des ressources en eau, ont maîtrisé l'eau. Malheureusement, notre premier défi au niveau régional, c'est d'abord de connaître la ressource en eau. Vous savez, il y a de l'eau de surface, mais il y a aussi l'eau souterraine et il faut développer la connaissance. Aujourd'hui, on n'a pas une connaissance exhaustive de notre ressource en eau au niveau régional. Et donc ça, c'est le premier défi sur lequel la CEDEAO est en train de travailler en mettant en place avec les partenaires justement pour que nous puissions développer une bonne connaissance de notre ressource en eau. Et à partir de là, avec ce que nous avons déjà comme connaissance des eaux de surface, on a déjà le plan directeur
pour pouvoir avoir de l'énergie à partir de production, d'énergie à partir donc des barrages hydroélectriques, avec le WAP, qui a un plan directeur de développement de ces barrages-là, donc de la production d'énergie au niveau de la sous-région. Et à partir aussi de cette ressource en eau, nous avons donc cette connexion avec le Centre régional pour l'agriculture, l'ARA, pour que nous puissions développer ensemble des projets en termes d'irrigation. Aujourd'hui, il y a des projets qui existent avec la Banque mondiale de développement d'irrigation, mais aujourd'hui, en septembre dernier, sous l'impulsion justement du commissaire en charge des infrastructures, nous avons mis en place une collaboration entre les agences, notamment notre agence, le Centre de gestion des ressources en eau, ECRE, ARA, le Centre Jean et le PPDU. Nous avons mis en place une collaboration pour que nous puissions développer ensemble des projets suffisamment importants pour la région, pour créer ce lien à partir de l'eau, pour pouvoir donc produire de l'énergie et aussi pour pouvoir produire des aliments suffisants et l'élevage aussi suffisant pour la région. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase, on va dire, embryonnaire de cette organisation, mais nous allons aller très vite puisque nous avons mis des équipes en place pour développer ces projets-là. Et dès 2025, on commencera à le finaliser. Et avec l'appui des partenaires, on va mettre en route un ensemble de projets dans ce domaine. Quoi qu'il y en existe déjà, mais pour le moment, c'était à des échelles relativement petites. On va essayer de les mettre vraiment à des échelles un peu plus importantes à partir de 2025. Vous savez, pour finir aussi sur ce point, avant d'être le directeur du Centre de gestion des ressources en eau, j'étais le directeur des opérations justement de ECRE. Et dans ce cadre-là, on a eu des projets qui ont permis d'alimenter certains villages, certaines localités en énergie solaire. On a des petites centrales solaires qui permettent d'alimenter les villages. Les gens ont l'électricité. Maintenant, il y a une autre problématique qui se pose. C'est qu'on a mis l'infrastructure. Les gens n'utilisent que 30% de l'infrastructure qui a été mise en place. Dans certaines localités que j'ai eu la chance de visiter, à peine 30 à 40%, alors que l'énergie est là. Mais si cette énergie, on ne l'utilise pas à faire autre chose, il va y avoir après des problèmes de maintenance de ces ouvrages. Donc ce lien peut permettre aussi de développer de l'irrigation pour faire de la production alimentaire, pour que c'est à travers peut-être des coopératives, ces choses-là soient vendues et que ça puisse servir après à faire la maintenance de ces petites centrales qui sont mises en place dans ces localités. Donc, il y a tellement de possibilités que je pense que c'est à justice que nous avons mis en place ce cadre de collaboration qui va nous permettre d'aller plus vite dans ce sens-là. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Oui, je viens à vous, madame. Et je vais repasser la parole au directeur pour qu'il nous dise, vous avez entendu ce que le régional fait ou projette de faire. De votre position de directeur de développement durable, qu'est-ce que vous attendez concrètement du régional et par quel mécanisme vous pensez que ça doit vous venir? Merci, monsieur le modérateur. Vous savez, aujourd'hui, aucun pays ne peut fonctionner en silo. Nous sommes alimentés par les politiques régionales. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire dispose déjà d'une politique, la GI, gestion intégrée des ressources en eau. Et cette politique est alimentée par les leçons au niveau régional. La Côte d'Ivoire est membre de l'ABN, membre de l'AB Volta et aussi membre Mano River. C'est-à-dire que c'est des décisions qui sont prises au niveau régional que la Côte d'Ivoire veut appliquer au niveau national. Et donc, je peux dire que rien ne se fait en Côte d'Ivoire sans toutefois avoir une attache, pour ne pas dire un impact, venant du régional. Et je suis aussi reconforté parce que mon frère au niveau régional, parce que la question de l'eau est fondamentale, surtout en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons les eaux de surface, mais aussi nous souffrons aussi des eaux, les ressources en eau profonde. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est vraiment éviter le gaspillage. Et aussi
s'adapter en termes de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire pouvoir concevoir des réservoirs d'eau qu'on peut utiliser même en saison sèche pour ne pas que l'agriculture, pour ne pas que l'énergie en souffre en cas de sécheresse ou éviter le délestage, surtout en matière d'énergie. Et donc nous sommes beaucoup alimentés, nous nous inspirons. Et d'ailleurs, même tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire est en lien direct avec tout ce qui se fait au niveau régional. Donc la question de l'eau, la question de l'énergie, tous les codes que nous élaborons, le code d'énergie qui sera électricité, qui sera le code minier aussi, tout cela nous a inspirés par la maison régionale. Merci beaucoup. Madame, vous avez exprimé le vœu de reprendre la parole. Vous avez écouté ce que le régional, à travers la CEDEAO, fait, ce que la Côte d'Ivoire, l'effort de développement d'une politique holistique qui est en train d'être entreprise ici. Quel conseil vous avez au regard de votre expérience de l'Allemagne? Vous avez à leur donner. Maybe first I would say what we are doing from Germany here. And most of you don't know the ministry I'm representative of, but most of you know the GIZ. And the GIZ is the organization that implementing all our ideas of the ministry. And our idea from Nexus, we had the first debate in 2011. So we said it's very important to bring all the three issues together. And 2017, we developed this idea. And we have now the program, Mr. Arab in the morning told about it, water and energy for food. And that's here in western part of Africa, the ECOWAS hub. And with all the countries, we are working together to implement this ECOWAS hub. And that means that we are making concrete policy, because it's not only on the high level, but we would like to enable companies to produce more food with less water and less energy, you know. And that means, for example, that we are looking for good irrigation systems in rural areas because we know that all these crises are increasing. That's a climate crisis, so we have less drinking water. And when the water is coming, we notice that 1 hour before, when we would like to go to the lunch, then it's coming very too much, you know. So we have to implement this new situation. And what can we do with that? We need more experience, and we have to do it with the people on the ground. So if you would like to be successful, you must participate the people on the ground, because they, at the end, must say, that's our project. And they have a lot of experience, and you can use this experience. For example, especially, as you mentioned, for example, decentralized solutions, that means you have to look for a good maintenance and to be failure-friendly, mistake-friendly, because you will make a lot of mistakes, and you have to learn from these mistakes. So don't hesitate to make mistakes, but learn from them. And to me, it's very important, you know, I'm now the first speaker as a woman at this conference, you know, and I think half of the population in Africa are women. And without the women in Africa, we will not be successful. So that means please participate the women and their experience, because they are really a power, especially in rural areas. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Vous voulez dire un mot? D'accord. Merci beaucoup. Bon, on ne va pas trop s'éterniser. Est-ce que vous avez des recommandations très spécifiques à formuler au regard de tout ce que vous avez entendu, Monsieur Kwak?
Ok, merci. Oui, effectivement, je pense que l'une des leçons à tirer, c'est que si on veut promouvoir le nexus eau, énergie, alimentation, et j'ajouterai tourisme, industrie, écologie et tout ce que vous savez, l'une des premières choses à faire, je pense, et qui nous a amené effectivement, comme je vous ai dit, à mettre en place cette plateforme collaborative au niveau de la CEDEAO, c'est la collaboration entre les différents secteurs dans nos différents pays. Vous savez, on est depuis toujours, on a toujours des secteurs qui sont un peu, je dirais en griffe, cloisonnés. Hein, on a des activités, on a des ministères qui sont en charge de l'eau, parfois eau et forêt, parfois eau et... Bon, ça dépend des États. Il y en a d'autres qui sont en charge de l'énergie, il y en a qui sont en charge de l'environnement, etc. Et la difficulté parfois pour réussir ce genre de nexus, c'est de créer la collaboration entre tous ces départements. Donc, l'une des choses importantes à faire, c'est de mettre en place un cadre de collaboration pour que, ensemble, ces structures qui sont en charge de ces secteurs bien différents puissent monter, mettre en place des projets qui puissent être transversaux pour être portés au niveau donc pays ou au niveau régional. Donc, première chose, la collaboration. C'est quelque chose d'assez important. L'une des choses qu'il faut rajouter à ça, qui me semble être un défi majeur dans nos différents États et aussi au niveau sous-régional, c'est la connaissance de la ressource en eau. Malheureusement, on n'a pas une très grande connaissance. Quand je dis connaissance, on doit pouvoir aller jusqu'au détail près de nos ressources en eau, tant de surface que d'eau souterraine. Parce que si on ne connaît pas, si on ne sait pas, on ne peut rien faire. Alors que si on sait comment répartir, on sait qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je l'ai dit, nous sommes en train de travailler au niveau régional, mais au niveau des États membres, il est important que ce travail-là soit fait pour pouvoir l'utiliser à bon escient et de façon optimale pour faire le lien avec les autres secteurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà les deux choses qui me semblent assez importantes. Naturellement, on ne peut pas finir cela sans parler d'investissement dans le domaine de l'eau. Parce que malheureusement, l'eau, comme je l'ai dit, comme c'est un peu disponible, surtout qu'à la faveur maintenant des inondations, on en a même parfois un peu trop. On pense que ça est là éternellement ou alors tout le monde peut avoir accès. Et donc, on fait moins d'infrastructures pour gérer cette eau-là, pour pouvoir la redistribuer convenablement dans les différents secteurs. Donc, il faut pouvoir rechercher les financements qu'il faut pour développer des projets. Mais justement, pour développer ces projets, si on ne fait pas le lien avec les autres secteurs d'activité, c'est souvent très difficile de retrouver du financement pour uniquement l'eau. C'est pour ça qu'il faut justement faire ce lien. Voilà ce que je peux donner comme recommandation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, est-ce que à ces trois grandes recommandations qui sortent de notre débat, vous avez quelque chose à ajouter du point de vue de votre expérience? Je pense qu'il faut passer à l'action. C'est vrai, on fait beaucoup de réunions, même au niveau régional, et in fine, il n'y a pas de résultat. En fait, les recommandations ne s'appliquent pas du tout. Donc, on reste dans la rhétorique. Je pense qu'il est temps de passer à l'action pour avoir la maîtrise de l'eau, la maîtrise des ressources en eau, surtout. Parce que comme je l'ai dit, nous avons une politique, l'AGI, mais nous n'arrivons pas véritablement à avoir cette vision intégrée dans la gestion au quotidien de la ressource en eau. Parce qu'il faut l'eau. Vous savez, hein, l'être humain est composé de 90% d'eau, l'eau pour l'homme, l'eau pour l'énergie, l'eau pour l'agriculture, et même l'eau pour le transport et autres. Donc, l'eau est vitale pour l'existence d'une nation et pour l'existence de l'être humain. Donc, nous appelons de tous nos voeux à rimer toutes les énergies ensemble, à mettre tout le monde ensemble pour développer des stratégies nationales, mais qui découlent du régional, pour que tous les pays de la sous-région, nous soyons en phase dans les différentes commissions que nous gérons en matière des ressources en eau, en matière d'énergie, en matière d'environnement. Vous voyez, nous avons pris un nouveau code d'environnement, mais ce code de l'environnement, je dirais, tient compte des autres secteurs.
Parce qu'aujourd'hui, dans ce code, il y a des amendes quand tu fais le gaspillage d'eau. Tu dois payer des amendes qui vont jusqu'à des millions. Et il y a aussi des amendes quand tu gaspilles l'énergie. Donc c'est un secteur, l'environnement vraiment veut un secteur transversal, tient compte de tous les autres secteurs en matière de préservation et aussi de lutte contre le changement climatique. Nous travaillons aujourd'hui avec la Sodexam pour établir un plan qu'on appelle ça Vigie Climat, pour que les populations, tout à l'heure elle parlait des femmes, nous avons un projet conduit par Abidjan Legacy Programme qui s'intéresse au nord, surtout les femmes en milieu rural, parce que les femmes sont la base de la production vivrière. Et ce projet est en train d'expérimenter le système goutte à goutte, surtout en saison sèche, pour que nos mamans ne manquent pas d'eau, surtout pour la production du vivrier. Donc, c'est des projets qui doivent se faire de concert avec l'appui, surtout des partenaires. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos expériences et surtout de transfert technologie pour pouvoir, en tout cas, avoir une Côte d'Ivoire résiliente vis-à-vis du climat, mais aussi une Côte d'Ivoire autosuffisante en matière alimentaire et en matière nutritionnelle. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Madame, vous voulez ajouter avant qu'on ne conclue? Okay. Yeah. Yeah. Yes. You mentioned that, for example, some regions, you debated with them and they were not really interested. We were talking from Germany about the different programs. I said not only energy and water for food, but also sun for water and also NDEF and also GetPro. So a lot of different programs. And that means support. So if there are some regions that are not interested, don't do it with them. So look for regions where the people are interested. And if you have some anchor points, some anchor persons in these regions, then implement all the programs we offer to you and do it with them together. And then it's very important to make an exchange of good ideas and good examples because the other will notice that in these regions where the money, the funds is coming in, that there is prosperity, that they have more income, they have more jobs. And then the other regions are interested and you can scale it up, you know. But it's very important to work with these regions together, very simple. So for us, it's very important to make something like one-stop shop platform, you know, or we would like to say one face to the customer. So that means that the people who would like to be engaged, who would like to go forward, that it's easy for them, that they don't have to overcome a lot of blockades or obstacles or something like that. And if you have these good examples, you can scale it up. And then we are on the right way for all the people here in the country. Merci beaucoup, madame. Bon, je crois que nous sommes à la fin de notre débat. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un, que l'eau est quand même au cœur de ce Lexus eau, énergie, alimentation. Et que l'eau, du point de vue de sa position, va devenir une question cruciale au fil des années en lien avec la pression démographique, en lien avec les changements climatiques, en lien avec les autres formes d'utilisation. Et qu'on doit développer, comme l'a montré le ministère, une politique holistique qui permette d'avoir une gestion rationnelle de l'eau pour produire plus d'énergie, moins coûteux pour la population et utilisable pour toutes les autres formes d'activité, pour surtout générer de l'aliment et soustraire nos pays, notre région des importations du marché international, pour mieux gérer aussi les chocs que nous rencontrons et améliorer la résilience de nos populations. Heureusement, la région aujourd'hui s'est déjà dotée d'une politique de l'eau et d'une politique très holistique qui permet d'abord de bien connaître les ressources que nous avons, de développer une gouvernance
assez importante. Il reste donc à assurer un lien correct entre le régional et le niveau national, non pas seulement par des ateliers, des réunions, mais par des actions concrètes qui puisent leur fondement dans le savoir-faire local pour permettre à nos populations de jouir de ce qui se fait ailleurs et développer des stratégies qui permettent une gestion rationnelle de l'eau pour produire plus et bien d'énergie et améliorer notre alimentation. Sur ce, je vous remercie beaucoup tous les panélistes et merci d'avoir contribué à ce débat. Merci beaucoup. Sirex.